C'est l'heure sur Radio J de retrouver notre feuilleton historique, l'histoire des Juifs de France. Comme promis, tous les matins, nous revenons sur un épisode important de la communauté juive dans l'Hexagone en compagnie de Christophe Dard. Et ce matin, Christophe, nous revenons sur la décision du roi Philippe Auguste d'expulser les Juifs du domaine royal en 1182 afin de les forcer à se convertir et pour les punir après des rumeurs de meurtre de chrétiens perpétrés par les Juifs de Paris, mais aussi pour des raisons économiques. On va en parler. Les Juifs sont alors perçus comme des concurrents aux marchands chrétiens. Leurs biens sont spoliés et beaucoup s'exilent hors du domaine royal dans des territoires qui ne sont pas directement sous le contrôle de Philippe Auguste, comme en Champagne, en Bourgogne et en Provence. Mais 16 ans plus tard, après la proclamation de cet édit royal, Philippe Auguste rappelle les Juifs. Nous sommes en 1198. Pour quelle raison, justement, Christophe, le roi de France, fait machine arrière ? Eh bien, par pur intérêt. Il a compris que par leur royaume, leur fonction importante, les Juifs contribuent à l'essor économique du royaume, d'autant que leur expulsion a coûté cher. C'est ce que dit l'historienne Juliette Sibon dans une interview au magazine Slate en 2016, au moment même de la parution d'ailleurs chez Perrin de son livre Chasser les Juifs pour régner, qui revient bien sur les nombreuses expulsions ordonnées par divers rois à l'encontre des Juifs dans l'histoire de France. Et donc, je la cite, il faut préciser qu'expulser les Juifs entraîne beaucoup de dépenses. Il faut pour cela employer des officiers, investir dans des instances de contrôle. Une évaluation n'est pas possible, mais je pense qu'au total, ces mesures coûtaient plus qu'elles ne rapportaient. Et c'est donc principalement pour des raisons financières que les Juifs sont rappelés par le roi, et cela fonctionne. De nombreux Juifs se réinstallent à Paris et dans ses alentours. Et dans la capitale du domaine royal, ils s'implantent à nouveau, rue Quincampoix, rue de la Tacherie ou encore rue des Lombards. 2 synagogues et 2 écoles juives vont rouvrir. Judas Ben Isaac, plus connu sous le nom de Sire Léon de Paris et qui était parti pour la Champagne, où il a terminé sa formation de rabbin, revient à Paris et il fonde une école de Tossafistes. Vous savez, ces talmudistes auteurs d'ajouts aux commentaires de Rachi dont nous avons déjà parlé. Et Sire Léon de Paris est d'ailleurs le petit-fils de l'un des petits-fils de Rachi, ce qui est quand même plus facile effectivement pour perpétuer son œuvre. Mais il faut aussi préciser qu'à Paris, en 1198, après 1198, Ilana, les Juifs ne reviendront pas dans les quartiers qu'ils occupaient, vous voyez, jusqu'à présent. Donc ça montre quand même qu'il y a vraiment eu une rupture, une césure. Il y a eu, on va dire, expression classique, un avant et un après. Quand ils se réinstallent à Paris après 1198, ce sont dans des quartiers, dans des rues qu'ils n'occupaient pas jusque-là, ce qui veut dire que tout ce qui a eu lieu avant, c'est comme si ça avait été effacé d'un revers de main. Et il faut préciser aussi le retour des Juifs dans les villes frappées par l'ordre d'expulsion de Philippe Auguste, c'est-à-dire à Bourges, à Corbeil, à Étampes, à Melun et à Orléans, où les communautés juives se reconstituent petit à petit et retrouvent leur dynamisme. Mais les Juifs dont les biens ont été pris et redistribués à des nobles ou à des corporations ne les récupèrent pas. D'autre part, ils ne retrouvent pas leur liberté d'avant. Un impôt frappe leurs transactions et le roi fait des Juifs des serfs de la couronne, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à l'arbitraire du roi et de ses seigneurs. Et c'est peut-être là d'ailleurs qu'on peut se demander si l'expulsion des Juifs du royaume finalement de France, puis leur rappel n'a peut-être pas une autre raison d'ordre politique. C'est d'ailleurs ce que développe aussi Juliette Sibon dans son ouvrage Chasser les Juifs pour régner, quand elle parle de cette période du Moyen-Âge, parce qu'en fait il faut savoir qu'à cette époque, fin 12e, début 13e siècle, une sorte de sentiment national, de construction d'une nation va se manifester dans ces derniers siècles du Moyen-Âge. Par exemple, le terme franc commence à être utilisé et on a aussi la mention roi de France qui apparaît sur les sceaux de Philippe Auguste à la place de celle de roi des Francs. Expulser les Juifs pour ensuite les rappeler revient donc à avoir la main mise sur une communauté considérée par le roi comme à l'écart de la société, de la nation, qu'il souhaite unifier autour d'une seule et même religion. D'ailleurs, la plupart des théologiens de l'époque vont rejeter cette décision royale, ce qui renforce donc sans doute cet aspect très politique, cet aspect très personnel du pouvoir. Il y en a en revanche il faut toujours qui se distingue, qui n'a pas du tout apprécié, et pour cause, puisqu'il était favorable à ce que les Juifs soient expulsés du royaume, les accusant de meurtre rituel et de pratiquer l'usure. Vous savez, ces vieux poncifs qui restent permanents. C'est Rigord, qui est un moine de Saint-Denis, médecin et chroniqueur. Voilà ce qu'il dit. Il évoque le retour des Juifs comme une offense faite à Dieu et il juge d'ailleurs ce rappel comme à l'origine des désastres militaires qui suivront pour Philippe Auguste face aux Anglais. Vous savez, il aura maille à partir avec les Anglais commandés par Richard Cœur de Lion. Et d'ailleurs, un prêtre et chroniqueur, Guillaume le Breton, je ne donne pas l'idée
idée de l'endroit d'où il provient, évidemment, écrit « Nous croyons que ce malheur lui arrive parce que, contre l'opinion de tous, il avait ramené les Juifs dans son territoire et, contre sa coutume, un peu persécuté quelques églises. Donc, en gros, Philippe Auguste rappelle les Juifs, donc il va y avoir en quelque sorte une punition divine qui va s'abattre derrière contre les Anglais. » Et le plus incroyable est que le roi Philippe Auguste, qui a pourtant mis en place un édit d'expulsion des Juifs pendant 16 ans, va être appelé à l'ordre par le pape Innocent III, qui trouve que le roi de France a une position trop conciliante vis-à-vis des Juifs. Oui, c'est le monde complètement à l'envers. C'est le même pape d'ailleurs, et ça c'est très important, qui quelques années plus tard, en 1215, date importante, va réunir le concile de Latran IV avec l'adoption de certains canons que l'on pourrait juger antisémites. Alors, je voudrais d'ailleurs préciser d'emblée que le terme d'antisémitisme ne s'applique pas pour l'époque. On dit plutôt anti-judaïsme. Nous, on fait un petit peu des anachronismes, voire quelques raccourcis pour rendre les choses simples, mais le terme d'antisémitisme tel qu'il existe aujourd'hui ne peut pas être appliqué au Moyen-Âge. Je referme la parenthèse. Dans le canon 67 ainsi du concile de Latran, il est précisé « Le concile désigne les Juifs européens comme de dangereux usuriers pour la chrétienté ». Bon, ça vous me direz, c'est pas nouveau. Mais le suivant, et ça c'est très intéressant, le 68 impose aux Juifs de se faire reconnaître au sein des chrétiens par des vêtements particuliers. Ah oui. Et oui, je cite, les Juifs et musulmans porteront une tenue spéciale pour leur permettre de se distinguer des chrétiens afin qu'aucun chrétien ne vienne les épouser sans savoir qui ils sont. Ça nous rappelle Donc, quelque chose. voilà, exactement. Et puis deux autres canons, le 69 déclare que les Juifs sont interdits d'occuper des fonctions publiques et puis le 70 annonce prendre des mesures pour empêcher les Juifs convertis de revenir à leur ancienne croyance. Alors vous parliez, Christophe, de l'obligation imposée aux Juifs de porter un vêtement pour les distinguer des chrétiens, mais en fait, ça existait déjà ailleurs depuis plusieurs années, notamment dans le Royaume de France. Et les princes séculiers ont en effet émis ou approuvé des édits ordonnant le port d'un vêtement distinctif. Ce canon a tellement eu d'influence d'ailleurs qu'on va l'intégrer dans un manuscrit des statuts de Paris de 1208. Donc vous voyez, bien avant Innocent III, le pape quelques années plus tard. À la même époque, toutefois, précisons qu'en 1206, le roi Philippe Auguste exige la création d'un sceau des Juifs pour chaque prévôté d'Île-de-France pour sceller les contrats de prêt entre Juifs et chrétiens. Philippe Auguste meurt en 1223 à 57 ans et après un règne de 43 ans. C'est son fils Louis VIII qui lui succède et le 8 novembre 1223, une nouvelle ordonnance est signée concernant les prêts pour les Juifs. Le prêt à intérêt s'est terminé et les Juifs sont autorisés à se faire payer leurs créances, mais seulement par l'intermédiaire de leurs seigneurs respectifs. Il est demandé à ces derniers de percevoir en 3 ans le remboursement du capital pour le compte des Juifs. De plus, contrairement à ce qui avait été décidé 17 ans plus tôt sous le règne de Philippe Auguste, les Juifs n'auront plus de sceau pour authentifier leurs créances, en y mettant fin la volonté bien sûr de rapprocher les Juifs des seigneurs pour rendre les actes valables. Or, évidemment, cela se paye. Bien sûr. Autre disposition dans cette ordonnance de 1223, le roi et tous les barons de France ne recevront plus dans leurs domaines respectifs les Juifs venant d'une autre seigneurie. Eh oui, et dès 1198, Philippe Auguste avait inauguré cela en concluant un accord identique avec le comte de Champagne, qui compte alors, on l'a souvent dit, de nombreux Juifs. Le motif, c'est évidemment intéresser, encore une fois, garder les Juifs, car ils paient l'impôt, alors qu'en plus, ils sont nombreux à revenir et à faire payer leurs créances. On voit donc comment il en a en 40 ans. Nous sommes passés d'un édit d'expulsion à caractère religieux et politique en 1182 à un rappel pour des raisons financières 16 ans après, et puis finalement des ordonnances à caractère fiscal qui, il faut bien le dire, se contredisent un peu entre elles. Eh bien, merci beaucoup Christophe Dard pour ce nouvel épisode de l'histoire des Juifs de France. C'est toujours très intéressant. Au prochain numéro, nous serons cette fois sous le règne de Louis IX, dit Saint-Louis, une période marquée notamment par un événement dramatique en 1242. Cette année-là, des dizaines d'exemplaires du Talmud notamment seront brûlés à Paris. On aura l'occasion d'en reparler. Épisode très important. Merci Christophe, une chronique à retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr.